Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 100, je vous présente le prototype du jeu Grim Coven, un jeu qui sera édité en 2025 et qui sera lancé sur GameFound très bientôt par la compagnie Awaken Realms. On veut d'ailleurs les remercier de sponsoriser cette vidéo de règles pour leur campagne GameFound. C'est un jeu de l'auteur Christophe Belzik qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 90 à 180 minutes. Le but du jeu va être de vaincre un boss dans un scénario. Donc c'est un jeu de combat de boss avec des petits éléments aussi de dungeon crawl. On va pouvoir se promener sur la carte pour essayer de faire différents objectifs ou d'aller chercher différents avantages pour aider à progresser notre personnage et tenter de vaincre le boss. Ce n'est pas un jeu de campagne, c'est vraiment un jeu à scénario. Donc on va se choisir un scénario, un boss et on va jouer une partie. Les personnages vont évoluer au travers d'une même partie avec un système de corruption. Donc plus on va gagner de la corruption, plus on va devenir fort, mais si évidemment on a trop de corruption à ce moment-là, notre personnage va sombrer dans la noirceur et on va perdre la partie. C'est un jeu avec un système d'action de placement de dés, donc à chaque manche, les joueurs vont lancer les dés qu'ils ont en leur possession et vont ensuite les utiliser pour les placer sur les emplacements d'action de leur plateau joueur, de leur carte d'armes, d'équipement, sur leur carte d'habileté et pour faire différentes actions pour tenter de l'emporter. Alors, Grim Coven, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations supplémentaires sur la campagne GameFound. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va se choisir un scénario, c'est-à-dire qu'on va choisir le boss qu'on veut affronter. Dans ce prototype, j'ai accès aux 2 premiers boss du jeu qui sont la Convergence et le Général Mort-Vivant. Donc, on va choisir une des 2 cartes de boss et dans le bas de la carte, on va nous indiquer le numéro du scénario. On va ensuite se référer au livret de scénario. Donc ici, le scénario 1, on va commencer par aller lire le prologue qui va nous donner la narration de la situation initiale au début du scénario. Une fois que c'est fait, on va aller regarder la mise en place du scénario. Donc chaque scénario aura sa propre mise en place. On va donc aller placer les tuiles pour former le scénario tel qu'indiqué dans le livret. On va ensuite prendre les cartes environnement et on va aller en piocher un certain nombre selon le scénario. Dans le scénario 1, on nous dit d'aller en piocher 4. Donc les autres cartes environnement seront retournées dans la boîte de jeu. On va ensuite les révéler une par une et on va aller les placer au bon endroit sur le plateau selon le type de carte environnement. Il y a 4 types de cartes environnement. Le premier type sont les cartes d'environnement de cartes. Donc, lorsqu'on va en révéler une, on va aller la placer sur l'emplacement indiqué dans le livret de scénario. Donc ici, ce serait à cet emplacement-là. Donc, les joueurs vont pouvoir faire l'effet de cette carte s'ils sont sur la tuile à cet endroit-là. Le deuxième type de carte environnement sont des cartes rivières. Comme on a une rivière sur le plateau principal, on va aller placer cette carte vis-à-vis la rivière et les cases de rivière vont faire l'effet qui est sur la carte si jamais on s'y trouve. Si jamais on ne pioche pas de carte environnement rivière, à ce moment-là, les cases de rivière n'auront rien de particulier pour cette partie. Troisièmement, on peut retrouver des cartes environnement qui font référence à une tuile qu'on va aller ajouter sur le plateau principal. Ici, c'est la hutte de la sorcière. On va donc aller placer la tuile à son emplacement indiqué dans le livret de scénario. Et on va aller placer la figurine de la sorcière. Donc, les joueurs pourront interagir avec la sorcière et sa hutte s'ils sont sur les cases respectives. Et le quatrième type de cartes événements sont des cartes événements qui font référence à un jeton particulier. Donc ici, ce sera le jeton de chariot qui sera représenté ici par une figurine et on va aller le placer à l'endroit indiqué dans le livret de scénario et on va aller placer sa carte à côté du plateau. Donc les joueurs pourront interagir avec le jeton s'il se trouve sur la même case que celui-ci. Tous les emplacements où on retrouve un symbole rouge sur le plateau principal représentent le symbole de la lamentation. On va donc aller placer un cube de lamentation sur tous les emplacements qui ont symbole. Tous les emplacements où on retrouve des symboles de portail, on va aller placer des figurines de portail sur ces emplacements pour bien les voir durant la partie. On va aller placer des jetons trésors face cachée sur certains emplacements, tels qu'indiqués dans le livret de scénario.
Et dans le scénario 1, on a une règle supplémentaire de mise en place. Lorsque la mise en place générale est terminée, les joueurs pourront aller placer un 4e jeton portail dans une case qui est vide. Et pour la case rouge, c'est une case qu'on ne peut pas traverser, donc on peut aller placer une figurine de montagne à cet endroit. On va se former une réserve avec les différents types de jetons et de dés. On aura les dés d'attaque, les dés de magie, les dés de monstre, les dés de défense, les dés d'agilité, les cubes de lamentation, les jetons statuts. On a la faim, la vulnérabilité, la brûlure et le stun, les jetons défense ainsi que les jetons de blessure. Et on peut se faire une réserve avec un jeton tactique par joueur. On va se former une pioche avec les cartes corruption qu'on va placer à côté du plateau principal et on va aller placer les cartes secrets en les gardant placées en ordre numérique. Ce sont des cartes avec des éléments de narration qui peuvent être déclenchés par certains événements pendant la partie et qu'on va devoir aller chercher aussi la carte qui va correspondre au numéro selon le type de victoire ou de défaite qu'on va avoir à la fin du scénario. On va ensuite préparer les ennemis pour notre partie. Premièrement, on va préparer le deck de cartes événements. On va utiliser les cartes du core, les cartes map event et on va utiliser les événements qui sont reliés au boss qu'on va affronter. On va donc mélanger toutes ces cartes événements ensemble pour former notre pioche de cartes événements pour la partie. On va ensuite placer le standee de la phase 1 des ennemis à côté de la pioche événement. On va ensuite choisir une carte d'adversaire mignonne pour la partie. Dans ce prototype, j'ai juste accès à 2 cartes. On va donc en retirer une et en utiliser une pour notre partie. Ce sont donc les caractéristiques de ce type d'ennemis. Ce sont des ennemis qui sont faciles à vaincre et ils seront représentés par leurs figurines sur le plateau principal. On va aller placer le standee de la phase 2 à côté de la carte mignonne. Et finalement, on va se choisir un ennemi élite. Dans ce prototype, j'ai seulement un ennemi élite disponible. Ce sera donc l'alchimiste, qui est représenté lui aussi par sa figurine. Et on va aller placer le standee de la phase 3 à côté de la carte de l'ennemi élite. Et on aura placé des figurines d'adversaires sur le plateau principal selon ce qui est indiqué dans le livret de scénario. Dans notre cas, on aura un monstre élite qui est déjà sur le plateau. On aura 4 minions qui sont déjà en place. On va placer aussi la figurine du boss à cet emplacement. Et on a une figurine de tornade qui est une habileté spécifique à ce boss. On va ensuite procéder à la mise en place du boss qu'on a sélectionné. On va aller placer sa tuile boss sur le plateau boss. On va ensuite mélanger ces cartes de boss stage et on va aller les placer face cachée sur leur endroit respectif du plateau boss. On va ensuite choisir au hasard une des cartes attaque finale et on va la placer face cachée sous le deck du boss et l'autre carte sera remise dans la boîte de jeu. On va ensuite choisir une des cartes réponse de ce boss et on va la placer face visible dans l'emplacement ce tour-ci du plateau boss. Et finalement, on va assembler le deck d'attaque de boss selon ce qui est indiqué dans le livret de scénario. On n'utilisera pas toutes les attaques du boss, on va juste aller chercher les attaques qui sont indiquées dans le livret de scénario et on va aller placer toutes ces cartes ensemble pour former le deck d'attaque du boss qu'on va aller placer par-dessus la carte action finale sur le plateau boss. On va ensuite révéler la première carte attaque boss et on va la placer dans l'emplacement ce tour-ci. Et on va aller en révéler une deuxième et la placer dans l'emplacement prochain tour du plateau boss. On va aller placer le standee numéro 4 à côté de la carte de ce tour-ci pour savoir que c'est l'action qui va s'activer à ce tour. Et finalement, on va aller placer le standee numéro 5 sur la piste de temps sur la tuile boss à l'emplacement de départ sur la tuile. Chaque joueur va se choisir un personnage et recevoir son plateau joueur. Il va ensuite placer sa tuile personnage du côté non corrompu sur son plateau joueur. Il va recevoir aussi sa figurine, son jeton assist, son jeton blessure critique et quelquefois des jetons spéciaux à ce personnage. Dans notre cas, c'est le Gunslinger, il a des jetons de balles. On va ensuite choisir nos équipements de départ. Chaque joueur va se choisir une arme et une armure. On va donc prendre toutes les cartes orange d'items de notre personnage qui vont représenter des armes. On va donc se choisir une arme de départ. Ici, je vais prendre les pistolets. Les autres cartes seront remises dans la boîte de jeu. Et je vais faire la même chose avec les cartes d'armure qui, elles, sont bleues. Donc, je vais me choisir une de mes armures de départ. Je vais choisir celle-ci. Je vais donc placer mon arme de départ et mon armure de départ à côté de mon personnage.
Chaque carte va nous donner accès à un certain nombre de dés de différentes couleurs. Donc ici, mon arme de départ va me donner un dé noir qui est un dé d'attaque et un dé mauve qui est un dé de magie. Je vais placer ces dés dans mes dés disponibles. Et même chose avec mon armure, j'ai un dé bleu de défense et un dé mauve de magie. Je vais donc ajouter tous ces dés à côté de mon plateau. On peut aussi donner aux joueurs des cartes aide de jeu qui sont recto-verso avec des informations sur les différentes actions qu'on peut faire ainsi que les effets des jetons de statut négatif. Les joueurs vont mélanger leur deck de cartes évolution pour leur personnage et ils vont le placer dans leur zone de jeu. Ce seront des cartes d'habileté qu'on pourra débloquer au fur et à mesure qu'on va avancer sur la piste de corruption pendant la partie. Les joueurs vont placer leurs jetons d'assist de leur couleur dans l'emplacement respectif de leur plateau joueur. Et ils vont conserver le jeton de blessure critique dans leur zone de jeu. Ils vont placer ce jeton si jamais ils se font tuer une première fois. Et le joueur qui a le moins de points de vie, donc ici le Gunslinger a 12 points de vie, c'est lui qui en a le moins, il va recevoir le jeton premier joueur au début de la partie. Et les joueurs vont aller placer leurs figurines sur le plateau principal pour débuter la partie. Dans ce scénario, on peut les placer sur n'importe quelle case qui contient un des 4 portails. Une partie de Grim Coven se joue en plusieurs manches. À chaque manche va se diviser en 2 phases. Premièrement, on aura la phase joueur, dans laquelle on va jouer en ordre de tour de jeu en partant du premier joueur. Les joueurs vont lancer leurs dés au début de la manche et à leur tour vont pouvoir les placer sur les emplacements d'action de leur plateau, de leur carte équipement ou bien de leur carte évolution pour effectuer des actions. Les joueurs vont effectuer 2 actions à chaque tour de jeu et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps que les joueurs ne soient plus capables de faire 2 actions, qu'ils auront utilisé tous leurs dés. À ce moment-là, les joueurs n'auront pas le choix de passer et lorsque tous les joueurs auront passé leur tour, on va passer à la deuxième phase qui est la phase ennemie. Dans la phase ennemie, on va suivre les standees qui sont numérotés pour activer les effets des ennemis dans l'ordre qui est désigné par ces marqueurs. Premièrement, on va aller activer l'effet de la carte événement qui est déjà révélée si elle a un effet. Deuxièmement, on va activer les adversaires minions qui sont sur le plateau. Troisièmement, on va activer les adversaires élites. Quatrièmement, on va régler la carte d'attaque du boss de ce tour-ci. Et cinquièmement, on va faire avancer le 5e marqueur sur la piste du temps de la tuile boss. La piste du temps aura certains effets selon la case où le marqueur va aller. On va avoir des effets qui vont nous permettre de révéler justement des cartes événements qui vont entrer en jeu, qui auront certains effets, des fois instantanés, des fois persistants. On pourra aussi faire des respawns des minions sur le plateau principal. On pourra aussi révéler des cartes de boss stage qui vont donner de nouvelles habiletés au boss. Et dans le cas du boss convergence, il pourra aussi activer ses tornades sur le plateau principal. Et on va continuer d'alterner des manches jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie. Cela peut se faire avec une victoire des chasseurs s'ils réussissent à tuer le boss, donc de tuer toutes ses cartes d'attaque de son deck. Et les joueurs vont perdre la partie si jamais un des hunters est mort de façon définitive. À ce moment-là, on va se référer au livret de scénario et on va aller lire l'épilogue selon si on a une victoire ou une défaite. Chaque manche débute par la phase joueur qui, elle, est divisée en 8 étapes. Les 3 premières étapes ne sont pas appliquées à la première manche de la partie. On va quand même les couvrir pour vous montrer les informations. Donc la première étape serait de prendre le jeton premier joueur et de le passer au joueur suivant. La deuxième étape est l'évolution. Donc, si les joueurs ont des jetons de lamentation sur leur tuile personnage, ils vont pouvoir choisir un nombre de jetons qu'ils le veulent et aller les placer sur les cases de leur piste de corruption dans le haut de leur plateau joueur. Ils ne sont pas obligés de placer tous les jetons qu'ils ont en leur possession, mais les jetons qu'ils ne auront pas placés seront défaussés et perdus. En plaçant des cubes de lamentation, si jamais on atteint un endroit où il y a un petit cadenas, on va aller faire une phase d'évolution pour gagner de nouvelles habiletés. Lorsqu'on fait une phase d'évolution, on va aller révéler les 2 premières cartes de notre deck d'évolution. On peut choisir de gagner une de ces 2 cartes et on a aussi une deuxième option qui, au lieu de gagner une carte évolution, on va aller gagner n'importe quel dé de la réserve et la rajouter dans nos dés disponibles. On aura donc un dé supplémentaire pour le reste de la partie. Je pourrais donc décider de garder la carte qui est ici, que je vais placer dans ma zone de jeu. Ce sera donc un nouvel emplacement pour placer mes dés pour faire les habiletés qui sont indiquées sur cette carte évolution. Et la carte que je n'ai pas choisie va retourner sous ma pioche de carte évolution.
Dans l'étape d'évolution, si jamais le joueur atteint le niveau 10 sur la piste de corruption, à ce moment-là, il va retourner sa tuile personnage du côté corrompu. Il va aussi aller changer sa figurine sur le plateau principal par sa figurine corrompue et il va rester de ce côté pour le reste de la partie. Ses habiletés seront un peu différentes. Il aura aussi plus de points de vie du côté corrompu, mais ce sera évidemment un peu plus risqué parce qu'il va générer de la corruption plus facilement. Mais pour l'instant, au début de la partie, on est du côté non corrompu. Ensuite, après l'étape d'évolution, on va passer à l'étape 3 qui est la corruption. Donc, chaque joueur va aller piocher une carte corruption dans le deck et va aller appliquer l'effet de cette carte selon où il est rendu sur son échelle de corruption. Donc, ici, mon joueur est à 2 de corruption. Il appliquerait donc l'effet de 0 à 4 qui est simplement de remélanger la défausse corruption dans le deck. Si le joueur avait eu plus de corruption, il aurait gagné des statuts négatifs ou bien il aurait pu aussi donner de la corruption aux autres joueurs autour de lui. Donc chaque joueur va aller piocher une carte corruption et faire l'effet qui est sur la carte selon le niveau de corruption de leur personnage. Donc à la première manche de la partie, on va sauter par-dessus les étapes d'évolution et de corruption. Donc les joueurs vont seulement appliquer ces étapes à partir de la deuxième manche de la partie. La quatrième étape est de rafraîchir. Les joueurs vont prendre tous les dés qui se trouvent sur leur emplacement d'action, sur leur carte évolution, leur carte d'équipement ou sur le plateau principal ou dans leur zone de défausse et vont aller relancer tous les dés. Ce seront donc les symboles auxquels ils auront droit d'utiliser pour faire leurs actions dans cette manche. On passe ensuite à la cinquième étape qui est de purifier. C'est une étape qui est optionnelle. Les joueurs peuvent donc décider de le faire ou de ne pas le faire. Les joueurs peuvent dépenser des dés qui sont sur les faces magie pour pouvoir s'enlever des jetons de statut négatif. Donc les joueurs peuvent avoir plusieurs statuts négatifs pendant la partie. On a la faim, on a des jetons stun, des jetons brûlure, des jetons de vulnérabilité et des jetons de faiblesse que je n'ai pas malheureusement dans ce prototype. Le seul jeton qu'on ne peut pas défausser avec l'action de purifier, c'est le jeton de faim, mais tous les autres jetons peuvent être défaussés. Donc pour chaque dé avec un symbole de magie que je vais défausser, placer dans ma zone de défausse, je vais pouvoir me retirer un jeton de statut négatif. Donc si j'ai plusieurs dés avec des symboles de magie, je pourrais défausser plusieurs dés pour me retirer plusieurs jetons de statut négatif, sauf le jeton de fin. La sixième étape est d'activer tous les effets de début de manche. Donc, si les joueurs ont de tels effets sur leur carte évolution ou sur leur plateau personnage, ou bien des effets qui sont déclenchés par des cartes événements au début de la manche, ces effets vont s'activer à ce moment-là. Et la septième étape sont les actions des joueurs. On va commencer à faire des actions en commençant par le premier joueur. Et à son tour, dans cette étape, un joueur peut effectuer 2 actions en plaçant des dés de sa réserve disponibles sur les emplacements de son plateau ou bien les emplacements de ses cartes d'équipement ou des cartes évolution. On peut aussi défausser tout simplement des dés pour activer certains effets de jeu qui sont sur le plateau principal. Dans l'étape d'action, les joueurs vont jouer à tour de rôle 2 actions et on va alterner les tours de jeu jusqu'à temps que les joueurs ne soient plus capables de jouer d'action. À ce moment-là, ils devront passer leur tour et lorsque tous les joueurs auront passé leur tour, on va passer à l'étape suivante. Les joueurs ont accès à 5 actions de base sur leur plateau joueur. On peut donc aller placer des dés sur ces emplacements pour effectuer ces actions de base. Certains emplacements d'action vont demander un symbole spécifique. Donc, on doit jouer un dé qui possède cette face si on veut activer cette action. On ne peut pas placer n'importe quel dé. Si on a des emplacements qui n'ont pas de symbole, comme le déplacement ou l'action tactique, à ce moment-là, on peut placer n'importe quel dé. Les joueurs ont aussi des emplacements d'action sur leurs cartes d'armes et d'armure et en auront aussi sur les cartes évolution qu'ils vont gagner en cours de partie. C'est à ces endroits qu'on va retrouver généralement les attaques et les défenses des joueurs. Et on va aussi retrouver des symboles qui sont spécifiques pour pouvoir activer les différents effets de ces cartes. On a même des cases d'action qui vont demander 2 symboles. Donc ici, je pourrais placer un dé de magie avec un double symbole pour pouvoir activer cette action. Ou bien, si j'ai 2 dés de magie à un symbole, je pourrais les empiler pour les placer en même temps et ainsi payer les 2 symboles de magie qui sont demandés pour faire cette action. Lorsqu'un joueur devra passer son tour, si jamais il a encore des dés de disponibles sur son plateau, à ce moment-là, il devra les placer dans sa zone de défausse. Maintenant, regardons les différentes actions de base qu'on retrouve sur le plateau de tous les joueurs. Premièrement, on a l'action de déplacement, donc on peut y placer n'importe quel dé puisqu'il n'y a pas de symbole sur cette action.
Lorsqu'on fait l'action de déplacement, on va pouvoir déplacer notre figurine sur le plateau principal un nombre de cases égal à notre vitesse. Donc ici, le Gunslinger a 2 de vitesse. Il pourra donc déplacer sa figurine de 2 cases. Un joueur peut seulement se déplacer sur les cases qui sont adjacentes à l'endroit où il se trouve. Donc avec mes 2 points de déplacement, je pourrais me déplacer de 1 et de 2 par la suite. Si je termine mon déplacement à un endroit qui a un jeton de lamentation, je vais le gagner immédiatement et le placer sur ma tuile personnage. Et je pourrais l'utiliser pour tenter de faire évoluer mon personnage au début de la prochaine manche. Si un joueur se déplace et termine son déplacement sur un endroit qui a un jeton de coffre, ce joueur va retourner le jeton de l'autre côté et va aller choisir une des options qui lui est proposée. Par exemple, dans le cas de ce jeton, le joueur peut décider de se soigner de 4 blessures, il peut décider de gagner un dé de défense pour le reste de la partie, ou bien il peut gagner 2 cubes de lamentation. Lorsqu'il a fait son choix, on va retirer le jeton de la partie. Lorsqu'on fait un déplacement, il y a une limite de 4 figurines qu'on peut retrouver dans une seule case. Les figurines de joueurs vont compter dans la limite de 4, les figurines d'ennemis, les figurines de décor vont aussi compter. Donc, par exemple, si jamais il y a 4 ennemis sur cette même case, c'est une case qui est donc à capacité maximale. Si le joueur veut se déplacer sur cette case, il devra faire un échange avec une des figurines qui se trouve dans cette case. Pour faire cet échange de déplacement, on doit suivre une priorité. Donc, on doit obligatoirement s'échanger avec un minion s'il y en a de disponible. Sinon, on va pouvoir s'échanger avec une figurine élite. On ne peut jamais changer de position avec la figurine du boss ou bien certaines figurines d'environnement comme la grosse montagne. On ne peut pas rentrer sur sa case. Elle occupe les 4 cases et elle ne peut pas être déplacée, donc elle va empêcher tous les déplacements. La deuxième action de base est l'action sprint et pour la faire, on doit placer obligatoirement un dé qui a un symbole d'agilité. Donc je pourrais prendre ce dé et le placer sur cet emplacement pour faire mon action de sprint qui va me permettre de me déplacer d'une case supplémentaire que ma valeur de vitesse. Donc ici, je vais pouvoir me déplacer d'un total de 3 cases sur le plateau principal. En plus de me donner un point de déplacement supplémentaire comparé à l'action de déplacement normale, l'action sprint va nous permettre aussi de passer au travers des portails pour pouvoir se promener sur le plateau principal. Donc toutes les cases qui ont un portail sont considérées comme étant adjacentes les unes avec les autres, mais on peut seulement traverser un portail avec l'action de sprint et non avec l'action de déplacement normale. Donc avec mes 3 points de déplacement, je pourrais bouger de 1, de 2 et ensuite je pourrais me déplacer de 3 pour terminer sur le portail qui est ici. Les autres règles, lorsqu'on termine notre déplacement sur une case qui a un cube de lamentation ou bien sur un ennemi pour regarder le maximum de figurines sur une case, sont les mêmes règles qu'avec l'action de déplacement normale. La troisième action de base est l'action tactique. On peut y placer n'importe quel dé pour activer cette action. Lorsqu'on va le faire, on va aller placer un jeton tactique dans un emplacement tactique qui est libre de notre plateau personnel. Si jamais le joueur n'a pas d'emplacement tactique libre, à ce moment-là, il ne peut pas faire cette action. Certaines cartes d'évolution peuvent nous donner des emplacements tactiques supplémentaires, ce qui nous permettrait de gagner un autre jeton tactique. Le joueur peut décider de défausser un jeton tactique pour pouvoir relancer n'importe quel nombre de dés de sa réserve. La quatrième action de base est l'action de purifier. On doit placer un symbole de magie pour faire cette action. Et lorsqu'on la fait, on peut défausser jusqu'à 2 jetons d'effets négatifs de notre personnage et les remettre à la réserve. Et avec cette action, on peut s'enlever les jetons de fin. Et la cinquième action de base est l'action assist. Un joueur peut placer n'importe quel dé sur cette action. Lorsqu'il va le faire, il va aller donner son jeton d'assist à un autre joueur et ce jeton sera considéré comme le symbole qui est sur le dé que le joueur a placé sur son action assist. Donc, dans cet exemple, c'est comme si le Technomancer venait de donner un symbole d'épée au Gunslinger qui pourra l'utiliser à son prochain tour pour pouvoir aller faire une attaque sur son fusil. Et maintenant, regardons les actions d'attaque et de défense qu'un joueur peut faire en utilisant ses cartes d'équipement de départ. Donc ici, on a notre armure de départ et notre arme de départ. Le joueur pourrait décider de mettre un dé de défense sur son armure pour activer l'habilité de gagner un jeton bouclier de valeur 2. À ce moment-là, le joueur va aller placer ce jeton dans sa zone bouclier de son plateau joueur. La prochaine fois qu'il va recevoir une attaque d'un ennemi, il pourra défausser ce jeton bouclier de valeur 2 pour bloquer 2 blessures. Maintenant, regardons les attaques du joueur. Il peut faire 2 attaques différentes sur son pistolet. L'attaque fait le même effet, mais va demander des symboles différents pour être activée. Avec un dé d'attaque, on pourrait activer l'effet du haut, qui est d'aller faire une blessure à un ennemi qui est à une distance de 1 ou 2 de notre personnage et qui est dans notre ligne de vue.
Pour tracer la ligne de vue, on va partir du centre de notre case et on va essayer de tracer la ligne de vue vers le centre de la case de notre adversaire. Si la ligne ne rencontre pas d'obstacle, à ce moment-là, cet ennemi est dans notre ligne de vue. Si jamais on a une attaque qui a une distance de 0, à ce moment-là, c'est une attaque de mêlée et on peut seulement attaquer les ennemis qui sont dans notre case. Comme le Gunslinger a des attaques qui sont à distance de 1 ou 2, il peut donc attaquer ici à une distance de 1 ou à une distance de 2 à cet endroit-là. S'il décide de faire son attaque sur le minion, tous les minions ont seulement un point de vie, donc lorsqu'ils vont recevoir un point de dégâts, la figurine sera automatiquement vaincue et retirée du plateau principal. Les adversaires minions ont seulement le droit à un jeton de bouclier et ils vont l'utiliser automatiquement lorsqu'ils vont recevoir une attaque. Donc si jamais je faisais mon attaque, un dégât, il défausserait son jeton pour le bloquer et à ce moment-là, je ne le tuerais pas. Donc ici, avec mon attaque, comme il n'a pas de défense, je vais lui faire un point de dégâts et cela est suffisant pour le tuer. On va donc retirer sa figurine du plateau principal. Lorsqu'on tue un minion, on va gagner automatiquement un cube de lamentation qu'on va aller placer sur notre tuile de personnage et qu'on pourra utiliser pour évoluer. Les minions sont des ennemis qui sont faciles à abattre, mais ils vont réapparaître après un certain temps sur le plateau principal selon les événements de la piste de temps sur la tuile boss. Si je fais une deuxième attaque avec un symbole double magie, si je peux faire encore une fois une attaque à un ennemi qui est à une distance de 1 ou 2 dans ma ligne de vue, à cette fois-ci, je pourrais attaquer l'ennemi élite. Les ennemis élites sont beaucoup plus forts et vont avoir un certain nombre de points de vie. Donc ici, l'alchimiste a 7 points de vie. Donc lorsqu'on va lui infliger des blessures, on va aller placer des jetons de blessure sur sa carte. Les ennemis élites n'ont pas de limite de jetons boucliers qu'ils peuvent avoir et ils vont les utiliser automatiquement lorsqu'ils vont recevoir des attaques pour pouvoir bloquer des blessures. Si jamais on réussit à placer autant ou plus de blessures sur la fiche de l'élite qu'il a 2 points de vie, à ce moment-là, l'ennemi élite sera vaincu. On va retirer sa figurine de la partie et on va aussi défausser sa carte et la retourner dans la boîte de jeu. Il ne reviendra pas de la partie. De plus, tous les joueurs dans la partie vont gagner la récompense ici qui est de 3 cubes de lamentation qu'ils vont aller placer sur leur plateau joueur. Et le troisième type d'ennemi qu'on peut attaquer est évidemment le boss du scénario, puisque c'est l'objectif de la partie de le vaincre. Lorsqu'on attaque le boss, on va attaquer une de ces 2 cartes d'attaque qui est révélée face visible sur le plateau boss. Chacune des cartes va avoir un certain nombre de points de vie et on va tenter de les éliminer pendant qu'elles sont visibles sur son plateau. Les cartes du boss peuvent aussi gagner des jetons de défense et ils n'ont pas de maximum de jetons de défense, donc elles peuvent en avoir illimité et elles vont les utiliser dès qu'elles vont se faire attaquer. Donc si un joueur réussit à faire des dégâts, il va placer ses jetons de blessure sur la carte du boss. Si on réussit à placer assez de jetons blessure pour égaliser ou être plus haut que les points de vie de la carte, à ce moment-là, cette carte sera vaincue. On va tout simplement retirer cette carte d'attaque de boss de la partie. La carte réponse, elle, va être révélée lorsqu'on va vaincre une carte d'attaque du boss dans la zone de ce tour-ci. On va toujours laisser sa carte là. C'est la carte qui va faire l'effet du boss à ce moment-là si on a réussi à vaincre sa carte d'attaque. Si jamais une carte d'attaque est utilisée, elle va sortir du plateau et aller dans la défausse du boss. À ce moment-là, on va retirer tous les jetons qui étaient sur cette carte. Et pour vaincre le boss, les joueurs doivent vaincre toutes les cartes d'attaque de son deck et ils vont terminer avec la carte d'attaque finale qui sera la dernière carte à être vaincue, qui est la carte de la grosse attaque puissante du boss pour faire un petit climax à la fin du scénario. Si les joueurs réussissent à détruire cette dernière carte d'attaque, à ce moment-là, le boss sera vaincu et ils vont gagner le scénario. Ils vont donc aller lire l'épilogue de victoire dans le livret de scénario. Les joueurs peuvent aussi faire des actions sur le plateau principal en interagissant avec les cartes d'environnement ainsi que les jetons d'environnement qui s'y trouvent. Pour savoir quel symbole on doit utiliser ou quel dé on doit défausser, on va se référer aux différentes cartes environnement ou bien aux différentes cartes d'environnement qui sont reliées aux jetons. On peut aussi nous demander, par exemple, comme sur le jeton de chariot, d'aller lire une certaine carte numérotée dans le paquet de cartes secrets pour savoir ce qui va se passer. Les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu en jouant chacun 2 actions, jusqu'à temps qu'un joueur ne puisse plus jouer 2 actions. À ce moment-là, il devra passer son tour. Lorsqu'il passe son tour, il ne peut plus prendre d'action dans cette manche. Et on va continuer ici jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé leur tour, ce qui va mettre fin à la phase du joueur. On va donc passer à la deuxième phase, qui est la phase ennemie. La phase ennemie se sépare en 5 étapes et on a seulement à suivre les numéros qui sont sur les standees pour les exécuter dans le bon ordre. La première étape est celle des événements. On ne révèle pas de cartes événements dans cette étape, mais si on a des cartes événements qui sont révélées, on va appliquer leurs effets.
On passe ensuite à la deuxième étape. On va aller activer tous les adversaires minions qui sont sur le plateau principal. On va activer les minions en ordre de proximité avec les chasseurs. Donc les minions qui sont les plus près des chasseurs vont s'activer en premier. Un monstre va toujours cibler le chasseur qui est le plus près de lui. Si jamais on a une égalité que deux chasseurs sont à égale distance, le monstre va aller attaquer le joueur qui a le plus de corruption. Si jamais l'égalité persiste, à ce moment-là, les joueurs vont choisir le chasseur qui sera ciblé. Lorsqu'on active un ennemi, on va faire référence à sa carte. Donc ici, pour les minions, on va aller faire l'effet du haut s'il est possible. Et si cet effet n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de chasseurs qui sont assez près de l'ennemi, à ce moment-là, on va passer à l'effet qui est le suivant dans la liste. Donc ici, les minions peuvent faire une charge s'ils sont à une distance de 3 et moins d'un chasseur et ils vont foncer vers lui pour l'attaquer. S'il n'y a pas de cible à cette distance-là, à ce moment-là, on va aller faire le deuxième effet et le minion va gagner de la défense. Lorsqu'un ennemi fait une attaque, on va regarder le nombre de dés ennemis qu'il va lancer. Donc ici, avec l'attaque charge, on va lancer 2 dés sur l'ennemi qu'on va attaquer. Et on va lancer les dés 12, qui sont les dés d'ennemis. Et selon les symboles qui sont obtenus, donc selon le symbole de griffe ou le petit symbole ici d'explosion ou de corruption, on va aller regarder les effets dans le bas de la carte, dans la zone noire de la carte ennemie pour savoir l'effet de chaque symbole. Ici, le petit symbole de corruption va faire que l'ennemi va aller placer un symbole de brûlure sur le chasseur et chaque symbole de griffe, on va infliger une blessure. Lorsqu'un chasseur reçoit des blessures, il peut défausser un jeton de défense pour bloquer le nombre de blessures qui est indiqué sur le jeton. Donc si je défausse un jeton de valeur 2, je peux bloquer 2 blessures. Et on va continuer à activer les ennemis minions jusqu'à temps que chaque minion sur le plateau principal ait été activé une fois. Ensuite, on va passer à la troisième étape qui est un peu la même chose, mais cette fois-ci avec l'ennemi élite. Donc, si l'ennemi élite est sur le plateau, on va l'activer. Et encore une fois, on va suivre les effets de sa carte. On va faire l'effet du haut en premier si c'est possible. Sinon, on va aller faire l'effet du bas. Et lorsqu'il va attaquer, c'est le même principe. On va lancer un certain nombre de dés et on va regarder les symboles et leurs effets qui seront décrits sur la carte de l'ennemi élite. La quatrième étape est d'activer la carte d'attaque du boss qui est dans l'emplacement du tour présent. Si la carte a été tuée, à ce moment-là, on va résoudre la carte qui a été révélée, qui est la carte de réponse, qui va toujours rester en dessous pour être sûr que le boss s'active à chaque manche. Encore une fois, on va faire les effets de haut en bas pour pouvoir activer le boss et on va lancer un certain nombre de dés lorsqu'il va faire son attaque et chaque symbole du dé va avoir des effets qui seront expliqués dans l'encadré noir. Les boss ont aussi des mots-clés comme focus qui vont augmenter la capacité de leurs attaques. Par contre, on n'activera pas l'effet focus si la carte d'attaque a un nombre de jetons blessure égal au nombre de joueurs. Comme on est dans une partie à 2 joueurs, ici on a 2 jetons de blessure, donc ça va annuler l'effet focus, ce qui va enlever quelques points de déplacement au boss. Si jamais un joueur accumule des jetons blessure et qu'il a des jetons blessure qui sont égaux ou supérieurs à son nombre de points de vie, à ce moment-là, ce joueur va mourir une première fois. Lorsque cela va se passer, le joueur va aller lire la carte secret numéro 1 et cette carte secret va lui indiquer ce qui va se passer. Elle va lui indiquer de se soigner d'un certain nombre de blessures et ensuite d'aller placer son jeton de blessure critique dans le haut de son plateau. Son chasseur sera considéré comme étant incapacité, donc il ne pourra pas être ciblé par des attaques pour le reste de cette manche. À partir de la prochaine manche, il va pouvoir continuer à jouer, mais par contre, s'il meurt une deuxième fois, donc s'il doit relire la carte numéro 1 une deuxième fois parce qu'il a accumulé des blessures égales à son nombre de points de vie, à ce moment-là, il va mourir de façon permanente et cela va mettre immédiatement fin au scénario et les joueurs auront une défaite. Ils iront donc lire le paragraphe épilogue défaite dans le livret de scénario. Une fois que le boss a appliqué les effets de sa carte, on va défausser sa carte, c'est-à-dire qu'on va retirer tous les jetons qui étaient sur cette carte et on va aller la placer dans la défausse de carte boss. On va par la suite glisser la carte du tour suivant dans l'emplacement du tour présent et on va ensuite révéler une nouvelle carte du deck boss dans l'emplacement du tour suivant. Si jamais on arrive à la fin du deck d'attaque de boss et qu'on révèle la carte attaque finale, à ce moment-là, on va lire ce qui est indiqué sur la carte et l'appliquer immédiatement. L'effet de cette carte va ramener toutes les cartes qui sont dans la défausse du boss et on va les remélanger et les replacer par-dessus cette carte. Donc les joueurs devront vaincre toutes les cartes d'attaque de boss avant de se frotter à la carte d'attaque finale.
Par contre, si la défausse de carte attaque de boss est vide, à ce moment-là, cette carte va se révéler et entrer en jeu immédiatement. Et lorsque cette carte sera vaincue, les joueurs vont gagner immédiatement le scénario et pourront aller lire le paragraphe de l'épilogue de victoire dans le livret de scénario. Et la cinquième étape de la phase ennemie est d'aller avancer le cinquième marqueur sur la piste de temps en suivant le sens des flèches. Donc, il commence sur la case de départ au centre. Donc, lorsqu'il va avancer, il va aller sur la case de l'événement, donc du nouvel événement. C'est lorsqu'on va aller sur cette case qu'on va aller piocher une carte événement et qu'on va révéler la première carte face visible et qu'elle va entrer en jeu. Ce marqueur va donc progresser d'une case à chacune des manches dans la partie et va avoir différents effets selon la case sur laquelle il va arriver. À la deuxième manche, lorsqu'on va arriver sur cette case, on va activer tous les ennemis tornades qui sont sur le plateau principal en suivant les effets qui sont indiqués sur le plateau boss. À la troisième manche, on va aller sur la case de faire réapparaître des ennemis mignonnes. On va donc faire réapparaître un nombre d'ennemis mignonnes égal à 2 fois le nombre de joueurs. Donc, dans notre partie à 2 joueurs, on va en faire réapparaître 4 sur le plateau principal. Ils vont apparaître dans les cases numérotées selon le nombre de mignonnes qu'on a sur le plateau. Donc, si j'ai encore 2 mignonnes de présent et que je veux en ajouter 4, je vais donc les ajouter sur les cases 3, 4, 5 et 6 du plateau principal. À la quatrième manche, on va arriver sur la case du nouveau stage, c'est-à-dire qu'on va aller révéler une carte de stage boss qui va donner de nouvelles habiletés ou qui va augmenter les habiletés du boss pour le reste de la partie. Et par la suite, on va suivre les flèches, donc on va recommencer et on va aller appliquer tous les événements à la suite d'un des autres à force d'avancer dans les manches. Dans l'étape 5, on va aussi avancer des marqueurs de temps qui peuvent être situés sur différentes cartes évolutions que les chasseurs vont gagner pendant la partie. Donc, si on a des marqueurs de temps, ils vont avancer dans l'étape numéro 5 de la phase ennemie. Durant la partie, les joueurs peuvent gagner des jetons de statut négatifs qui auront différents effets. Premièrement, les jetons de fin. Au début du tour des chasseurs, on va regarder le nombre de jetons fins qu'on possède sur notre personnage. On va avancer ce nombre de cases vers notre allié le plus près pour entrer dans sa case. Et ensuite, on va infliger le nombre de blessures égal au nombre de jetons fins qu'on a à notre allié. Pour les jetons brûlures, au début de notre tour, on va subir une blessure imbloquable par jeton de brûlure qu'on possède sur notre personnage. Pour les jetons stun, on va les placer sur des emplacements d'action de nos cartes équipement ou nos cartes d'action de base. Et tant que ce jeton se trouve sur cette carte, on ne peut pas utiliser cet emplacement d'action. Pour les jetons de faiblesse, donc je n'ai pas les jetons présentement, mais leur effet est qu'au début de notre tour, quand on va rafraîchir nos dés, on va devoir relancer tous les dés qui ont obtenu un double symbole. Et après l'avoir fait, on va se défausser d'un jeton faiblesse. Et pour les jetons de vulnérabilité, donc lorsqu'on va subir l'attaque d'un ennemi, chaque symbole qui n'a aucun effet sur les dés ennemis va devenir une blessure. Donc chaque jeton de vulnérabilité va transformer un dé inutile en blessure. Et la partie va se continuer, on va enchaîner les manches jusqu'à temps qu'on atteigne une des conditions de fin de partie. Donc la partie peut se terminer par une défaite si jamais un des chasseurs meurt de façon permanente. À ce moment-là, les joueurs vont aller lire le paragraphe défaite dans l'épilogue du livret scénario. Ou bien les joueurs peuvent avoir une victoire s'ils réussissent à vaincre toutes les cartes d'attaque du boss, incluant la carte d'attaque finale. À ce moment-là, ils vont célébrer leur victoire en allant lire le paragraphe victoire dans l'épilogue du livret de scénario. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Grim Coven. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires sur le jeu. Et voilà, c'était les règles de Grim Coven. Je tiens à noter que je travaillais avec une version alpha des règles, donc un livre de règles en prototype lui aussi. Donc je n'ai pas les règles complètes de certains éléments de jeu. Donc c'est des choses qui sont encore en progression ou en écriture du côté d'Awaken Realms. Notamment, l'échelle de corruption arrête à 20. Donc 20 étant le maximum qu'on peut être avec notre chasseur pour le faire évoluer. Il va être à son maximum à 20, mais on a des règles qui vont être écrites pour le dépassement. Donc si on dépasse la corruption de notre personnage, à ce moment-là, notre personnage va devenir un monstre et les autres joueurs devront nous tuer, nous affronter. On va devenir un ennemi. Donc il va falloir faire attention avec l'échelle de corruption pour ne pas sombrer dans les ténèbres. J'ai d'autres petites informations aussi sur le mode solo du jeu. Souvent, les jeux coopératifs comme ça, le mode solo, c'est simplement de contrôler 2 personnages et de jouer comme si on était à 2 joueurs.
Alors que dans Grim Coven, on a fait un vrai mode solo. Donc on peut jouer en contrôlant un seul personnage. On a justement des plateaux de joueurs qui sont différents pour le mode solo, qui vont modifier un peu les actions de base. On a aussi des plateaux personnages, donc les tuiles des personnages avec leurs habiletés vont être différentes dans le mode solo. On aura aussi des cartes évolution qui sont strictement pour le mode solo. Donc on a quand même beaucoup adapté le jeu pour permettre de le jouer justement en vrai mode solo et de contrôler un seul personnage contre un combat épique contre le boss. Je n'ai pas aussi parlé des pouvoirs des personnages en tant que tels, donc j'avais accès à 3 des 4 personnages qu'on va nous montrer dans le jeu de base. Donc le Gunslinger qui lui va avoir une mécanique avec ses jetons de balles, donc il va faire des effets de jeu avec ses attaques pour gagner des balles et il va pouvoir les dépenser pour augmenter les dégâts que ses attaques vont faire et notamment ses cartes évolution vont lui permettre de jouer un peu plus avec ses jetons de balles, de les gagner plus rapidement ou de les dépenser de façon plus efficace pour faire des points de dégâts. Le deuxième personnage, c'est le Technomancer. Donc le Technomancer, lui, va avoir des habiletés pour augmenter ses attaques de base, augmenter ses actions de base qui soient plus fortes. C'est quasiment une espèce de Iron Man. Donc il va se construire comme des parties d'armure ou upgrader son arme ou des trucs comme ça pour devenir de plus en plus fort. Et le troisième personnage, c'est une espèce d'ange qui, lui, va avoir des habiletés du côté lumière et des habiletés du côté obscur. Et à chaque fois qu'il va faire des habiletés d'un des deux côtés, il va gagner des jetons de lumière ou des jetons de noirceur. Et il va essayer de contrôler l'équilibre entre la noirceur et la lumière avec ses habiletés. Le jeu va être lancé sur sa campagne GameFound jeudi le 6 juin 2024. Donc, vous pourrez consulter la page GameFound. On vous le met le lien de la page GameFound dans la description de la vidéo dans le bas. Vous pourrez aller consulter. Le jeu devrait être disponible justement en français. On devrait avoir 2 versions du jeu. On va avoir une version avec des standees qui sera très abordable, autour de 59 $ US, avec environ 26 $ de shipping. Et on aura la version classique là, avec les figurines à 109 $ plus 32 $ de frais de livraison. Donc ce sont les montants en dollars américains. La boîte de base va contenir 4 chasseurs différents, donc les 3 que je vous ai présentés, que je vous ai parlé un petit peu, et il va en avoir un 4e qui est une espèce de guerrier avec une grosse épée de 2 mains. Vous allez avoir 3 boss différents dans la boîte de base, vous aurez 2 ennemis élites différents et vous aurez 16 figurines de minions, donc 2 sortes de minions différents puisqu'on a 8 figurines par type de minions. Donc ce sera le contenu qui va se retrouver dans la boîte de base, en plus de tous les jetons, les dés et le reste. Donc on va avoir aussi dans la version figurine les petites figurines de portail pour les portails, les petites figurines, le chariot, la petite pile de crâne qui sont les jetons environnement qu'on peut retrouver dans les parties. Donc on va avoir des versions figurines dans la version figurine alors que dans la version standee, ça sera représenté par des jetons de carton tout simplement. Et la campagne GameFound va nous révéler évidemment des stretch goals au fur et à mesure qu'elle va avancer. Et ces stretch goals vont inclure évidemment du nouveau matériel, des nouveaux ennemis, des nouveaux minions, des nouveaux élites, des nouveaux boss et peut-être même des nouveaux chasseurs, qui sait. Donc c'est du contenu qui sera offert en plus pour les gens qui vont supporter la campagne GameFound. Donc c'est le genre de campagne que vous devriez en avoir pour votre argent si vous êtes fan de jeux de ce style de boss battle, des jeux avec des figurines. On est dans un univers très dark, on est dans un univers sombre. Ça me rappelle, la couverture me rappelle évidemment tous les jeux de la franchise Castlevania. Donc ça ressemble vraiment à un cover de Castlevania. On a cette vibe-là. On a des univers qui me font penser à Oathsworn, c'est des univers qui me font penser à Ravenloft si on est des fans des vieux univers de Donjons Dragons. Donc on est dans cette espèce d'univers-là, horreur, gothique et tout ça. Donc c'est quand même un thème qui est assez sombre. Le jeu offre aussi quand même assez de variété dans le sens qu'on peut refaire un même scénario, un boss dans un scénario différent. Ça peut être le même boss, mais vu qu'il n'y a pas les mêmes cartes d'attaque, bien évidemment, il n'y aura pas les mêmes comportements, les mêmes attaques. On ne connaîtra pas justement ces attaques si c'est des nouvelles cartes qui sont dans son deck d'attaque. Donc on peut quand même faire plusieurs configurations avec le même boss pour avoir quand même des surprises. On peut évidemment jouer un boss en changeant les monstres élites, en changeant les monstres minions qui vont nous donner une saveur différente. On a aussi les cartes d'environnement qui ne seront pas nécessairement les mêmes à chaque scénario. Donc des fois on va avoir des cartes qui vont nous donner des lieux spécifiques sur le plateau, qui vont nous donner des habiletés si on va à ces endroits-là. Des fois ça va être des jetons, des fois on va avoir un effet positif dans la rivière, des fois c'est un effet négatif dans la rivière. Donc les petits effets environnement vont aussi venir mettre un petit peu de saveur différente dans chacune de nos parties, même si on rejouait le même boss plusieurs fois.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.